Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons les éléments psychologiques. Alors, abordons d'abord les sources d'erreur, parce qu'on peut se demander, tiens, pourquoi les éléments psychologiques dans une étude sur la tactique? Mais en fait, savoir comment les fautes se produisent dans une partie est bien une des questions essentielles. Nos propres erreurs permettent d'y répondre correctement, et par là d'éviter les positions susceptibles de nous y inciter et de créer celles pouvant y entraîner l'adversaire. On va distinguer les erreurs stratégiques, plan erroné, mauvaise estimation du caractère de la position, et les erreurs tactiques, mauvais calcul préliminaire des manœuvres, de combinaison. Seul nous intéresse ici le dernier groupe, celui qui est tactique, qui influence très souvent le déroulement et le résultat d'une partie. Personne ne trouvera rien à redire quand un joueur de faible niveau n'est pas capable de calculer une combinaison difficile de plusieurs coups. Mais il arrive aussi qu'un maître, et même un grand maître, dans des situations particulièrement complexes, ne soit pas capable de prévoir toutes les possibilités tactiques, et que fréquemment ces combinaisons comportent un trou. De telles erreurs peuvent être considérées comme naturelles. Le joueur les commet parce que ses capacités individuelles sont insuffisantes pour maîtriser l'évolution des complications sur l'échiquier. Nous ne sommes pas des machines. Mais il existe aussi d'autres fautes que l'on peut commettre tout aussi souvent, et même plus encore. Le joueur ne voit pas un motif tactique qui est pourtant tout à fait du niveau de sa compétence échiquienne. On laisse même parfois échapper des choses tellement élémentaires qu'on est ensuite incapable de comprendre comment cela a pu se produire. Lasker, qui était alors champion du monde, commentant une de ses parties, écrivit « Je ne comprends pas comment les Blancs ont pu jouer avec aussi peu de logique. » C'est lui qui avait les Blancs. De telles erreurs ont généralement des causes psychologiques, pouvant être de nature, bien entendu, fort différente, de la fatigue, de la distraction passagère, jusqu'à des états psychologiques plus complexes qu'il faut attribuer au déroulement de la partie. Nous n'examinerons pas ici toutes les sources psychologiques d'erreurs, c'est pas une étude de psychologie. Par exemple, bien des parties ont été perdues à cause d'un refroidissement, un simple rhume, ce qui ressort du domaine de la médecine et non de la tactique échiquienne. Voyons cependant de plus près quelques sources psychologiques d'erreurs, pour autant qu'elles aient un rapport direct avec ce qui se passe sur l'échiquier. Alors, voyons d'abord les coups surprenants et paradoxaux. Quand nous jouons une partie de compétition, nous nous trouvons dans un autre état psychologique que lorsque nous sommes en train d'étudier avec un livre ou de résoudre des études. Durant la partie, nous ne cherchons pas à chaque coup une quelconque possibilité cachée ou insolite. De nombreux coups sont des coups tranquilles, qui servent à la réalisation d'un plan particulier, améliorent la position des pièces, soutiennent la violence des pions. C'est alors que la possibilité de suite paradoxale ou surprenante passe souvent inaperçue. En voici un exemple. Une partie de Hofstad contre Ullmann, qui s'est jouée à Halle en 1964. Après cavalier G5, une intéressante répétition de cours peut se produire. Après, cavalier prend E6, cavalier prend E6, échec, roi F7, cavalier F4, échec, donc le fou, et roi F8. Le roi noir ne peut pas s'engager sur F6 sous peine d'être mat. Par exemple, si roi F6, alors tour E6, échec, et sur roi G5, cavalier G2, échec et mat. Un beau mat, vraiment bien, sur une position bien découverte. Alors, voyons ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Il me manque un fou. Ça ne change rien à la combinaison qu'on vient de voir, mais il me manquait un fou. Alors, mais Ullmann jouait pour le gain, donc il ne cherchait certainement pas une telle variante pour annuler et surtout perdre sa dame. Et donc Ullmann a choisi de continuer par, après cavalier G5, donc Ullmann qui avait les noirs, a renoncé à prendre la dame,
et il a pris fou prend G5. La dame étant toujours en prise. Mais, ce faisant, il n'avait pas marqué une tournure surprenante. Dame D6 échec. Fou E7 qui semble protégé, mais alors tout prend E7. Ce qui l'a contraint à l'abandon. Parce que main au mat, parce que sur cavalier prend E7, alors dame F6 échec, G prend F6, et fou H6, échec et mat, sous les deux fous. Il est vrai que c'était pas très facile à voir, parce que il fallait une suite de sacrifices, de cavalier, dame et tour, et c'était pas évident à voir. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.